Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama en cette veille de BCE, c'est Jean-Claude Trichet. Bonjour. Bonjour. Toujours un plaisir de vous avoir ici sur Boursorama. Plaisir partagé. La BCE donc se réunit demain, sauf surprise énormissime qu'on n'aura pas a priori, ces taux d'intérêt vont rester inchangés. Juste un truc, Christine Lagarde, c'est intéressant, l'avait dit, c'est au mois de mars, que les gardiens de l'euro, je la cite, n'étaient pas suffisamment confiants, ce sont ces mots, pour envisager de lâcher du lest. Est-ce qu'aujourd'hui, en avril, on peut être plus rassuré quand on voit l'inflation à 2,4% sur un an au mois de mars? L'inflation à 2,4%, c'est en effet une bonne nouvelle, objectivement, à 0,2% de moins que le mois d'avant. Et puis l'inflation sous-jacente à 2,9%, donc en dessous de 3%, c'est également, et moi qui regarde surtout, si je puis dire, l'inflation sous-jacente, je trouve ça aussi encourageant. Alors, sur le plan des décisions à prendre, la transparence de la Banque Centrale Européenne est totale, puisque l'ensemble des locuteurs, Christine et tous les autres, ont laissé clairement entendre que la première baisse des taux, c'était pour juin. Le marché s'est convaincu, sur la base de ce qu'il entend, que c'était en effet pour juin, que la prochaine opération sera une opération de baisse, et se convainc que, me semble-t-il, que tout cela est assez justifié compte tenu de ce qui est observé et de la décélération de l'inflation qui est observée. Donc je trouve qu'on ne peut pas faire plus transparent que ça. On va voir, évidemment. Demain, il y aura une nouvelle communication et ce qui va être suivi, ce n'est pas de savoir s'ils vont baisser les taux ou pas demain, en effet, mais quelle va être la connotation qui sera donnée, les anticipations qui seront données. Est-ce que ça peut confirmer 3 baisses de taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année, à juin, et les 2 autres baisses de taux, ou bien est-ce que la Banque Centrale Européenne se montrera plus prudente? On va voir. En tout cas, pour le moment, au moment où nous parlons, il me semble qu'il y a un très large consensus pour penser qu'il n'y aura rien demain. Mais bon, on peut toujours avoir des surprises. La preuve avec la Banque nationale suisse, qui a pris tout son petit monde par surprise il y a 15 jours. On peut toujours avoir des surprises, mais ce n'est pas, et à mon avis, à juste titre, de mon temps aussi, j'essayais d'éviter le plus possible les surprises. Nous avons la capacité de guider le marché, et donc quand on a effectivement un conseil des gouverneurs qui a des positions à peu près claires, ça permet de stabiliser le marché. Donc je ne m'attends pas à ce qu'on ait des surprises, même s'il faut toujours réserver ce cas, bien sûr. Donc tous les feux sont au vert d'un point de vue économique en matière d'inflation en zone euro. Le contexte est serein pour que les gouverneurs puissent discuter tranquillement entre eux. Néanmoins, la Banque Centrale Européenne a naturellement dit « je suis de près les évolutions des prix des services parce qu'ils sont nettement au-dessus ». On est à combien sur les prix des services? On est aux alentours de 4%, quelque chose comme ça. Et naturellement, ça veut dire que les traitements et salaires sous-jacents sont eux-mêmes à un niveau qui reste important. Et donc, tout cela mérite un suivi très attentif, bien entendu. Mais au total, je trouve en effet que le travail a été assez bien fait. On peut dire honnêtement, sans parti pris, que la BCE a gagné son combat contre l'inflation. On peut le dire maintenant. Quand on est passé de 10 on pourra à le 2 dire, ans à 2,4. On pourra le dire lorsque les anticipations qui sont prévues pour 2025 et 2026, à savoir inflation autour de 2%, sera vraiment avérée. Cette année, on est encore au-dessus de l'objectif de moyen terme qui avait été fixé. Mais je trouve que le travail, jusqu'à présent, est impressionnant, n'était pas évident, parce qu'on a eu l'expérience de problèmes précédents avec le premier et le second choc pétrolier. On a eu des dérapages inflationnistes considérables à ce moment-là, une sorte de négligence coupable de la part des banquiers centraux à l'époque qui avaient laissé les choses filer, et notamment aux États-Unis. Et ensuite, le rattrapage, alors, est compliqué, parce que quand vous êtes à 14%, pour ramener l'inflation à un niveau convenable de stabilité, même s'il n'y avait pas de définition de la stabilité des prix à l'époque, il vous faut des taux d'intérêt courts à 20%, comme ceux que Paul Volcker avait décidé à l'époque. Donc, une perturbation du marché énorme. Là, des 2 côtés de l'Atlantique, il me semble que les 11 augmentations de taux d'intérêt qui ont été pratiquées aux États-Unis et les 10 augmentations de taux d'intérêt qui ont été pratiquées en Europe correspondaient à peu près à ce qu'il fallait faire. En même temps, Jean-Claude Trichet, il y a des voix discordantes, il faut les écouter, il faut en discuter, qui disent que même si la BCE ou même la Fed n'avaient pas remonté ces taux d'intérêt, l'inflation d'elle-même aurait rebaissé avec le prix du pétrole qui a rebaissé.
l'inflation sous-jacente ne tient pas compte des prix du pétrole, elle ne tient pas compte des prix aussi des produits alimentaires bruts, et ceux qui disent qu'elle aurait rebaissé à coup sûr, elle-même, spontanément, je ne les crois pas. S'il n'y avait aucune différence entre une banque centrale qui ne fait aucune hausse de taux d'intérêt et une banque centrale qui en fait 11 de suite ou 10 de suite, ça se saurait. Donc non, je ne crois pas que ce soit vrai, bien sûr. On peut toujours, si vous voulez, pratiquer le counterfactual, si je puis dire. Qu'est-ce qui serait passé si, etc. À mon avis, on a eu l'expérience. On sait ce qui s'est passé au moment, en 73 et 80, quand on a eu le premier et le second choc pétrolier. On sait ce qui s'est passé. On a eu un dérapage non contrôlé tragique pour nos concitoyens de l'époque et aussi tragique pour l'économie internationale parce qu'on a eu une crise des risques souverains monumentale. Il y a une énorme différence entre cette période et la période présente. C'est que des deux côtés de l'Atlantique, et à vrai dire dans toutes les grandes banques centrales, on a la même définition de la stabilité des prix, 2%. Et ça, j'insiste là-dessus, c'est la plus importante réforme du système monétaire international de facto depuis l'explosion du système de Bretton Woods. Et au moment où l'inflation est repartie, c'est-à-dire mi-2021, il y a eu confirmation de l'objectif à moyen terme des 2%. Indépendamment des hausses de taux, la confirmation que l'objectif est de 2% me paraît fondamentale. On a échappé à la récession en zone euro. Par contre, il y a des secteurs qui sont très pénalisés par les hausses de taux. On le sait bien, l'immobilier, la construction. C'était le prix à payer pour modérer le crédit et donc certains secteurs qui sont très dépendants, notamment du crédit. Je crois, en effet, ce qui compte, c'est le dommage collatéral. Que nos concitoyens ne se trouvent pas en présence du dérapage inflationniste qui est terrible quand il se manifeste et qui frappe les plus démunis et les plus défavorisés. Bien entendu, il y a des secteurs de l'économie qui sont plus dépendants des taux d'intérêt, plus dépendants de la politique monétaire et de son incidence directe, c'est clair. À mon avis, si vous voulez, ce qui a été fait est, encore une fois, non seulement du fait des taux d'intérêt, qui, après tout, enfin, je dis ça rétrospectivement, 20%. Je vous ai dit Paul Volcker mettant les taux courts à 20%. Dans les années 80. Là, les taux courts en Europe, en gros, sont à 4%. Aux États-Unis, sont en 5%. 5%, c'est 4 fois plus petit que les 20% de Paul Volcker. Et donc, vous voyez, je traite les deux côtés de l'Atlantique à peu près de la même manière, même s'il y a quand même un point de plus d'inflation apparente et sous-jacente aux États-Unis. Ils ont plus de croissance, donc ils ont cette chance-là. Ils ont plus de croissance. 2, ils ont plus de policy mix expansif et notamment de politique budgétaire incroyablement expansive. C'est extraordinaire de voir un pays, continent, qui a le dollar, qui a 6-7% de déficit public, qui investit dans tout ce qui est décarboné, qui a un taux de chômage aussi faible, qui a plus de croissance que nous. Ça nous renvoie comme une image d'une Europe qui est à la traîne. Je sais qu'il est à la mode en Europe de dire qu'on est à la traîne. Non, mais c'est factuel. Mais ce qui est factuel, si vous voulez, c'est que nous n'avons pas le même arbitrage que les Américains. D'abord, nous avons beaucoup moins d'immigration en Europe qu'ils n'en ont aux États-Unis. Rien que ça vous fait une différence de 0,8-0,9%. De croissance. L'ensemble des latinos qui sont importés aux États-Unis vous font évidemment un gonflement de l'économie américaine, ne serait-ce que sur le plan démographique. Ils travaillent, ces immigrés. Et ils travaillent d'ailleurs avec beaucoup d'activités, comme les immigrés le font en général. Et donc on est en présence là d'une différence très importante, mais qui est liée, si vous voulez, à la stratégie qui est menée par les deux côtés de l'Atlantique. Et puis, il n'y a pas que ça qui fait la différence. Non, il n'y a pas que ça. Autre élément fondamental, ils travaillent plus que nous. C'est les Américains. Les Américains travaillent plus que nous par semaine, par mois, par année et sur la durée de la vie. Et donc ça fait une grosse différence. Je ne parle pas simplement des Français, qui sont malheureusement dans la catégorie de ceux qui préfèrent arbitrer pour le loisir et au détriment du travail. Mais tous les Européens en général, si vous voulez, se trouvent, y compris les Allemands, qui ont énormément de travail à temps partiel. Vous n'avez pas tant de travail à temps partiel aux États-Unis. Donc on est dans des circonstances différentes où les arbitrages ne sont pas les mêmes, aussi bien sur la politique d'immigration que sur la politique d'arbitrage entre loisir et travail. Donc démographie. Volume de travail. Oui. Donc ça vous explique en effet qu'il y ait une sérieuse différence en ce qui concerne la croissance annuelle et le niveau
de PIB par tête. Mais si vous prenez le PIB par heure travaillée, c'est-à-dire la productivité, alors au moment où nous parlons, on peut dire que les meilleurs Européens sont à peu près au niveau américain, en output, en PIB par heure travaillée. Qui ça? Certains sont un peu meilleurs, les Allemands sont un tout petit peu meilleurs, les Néerlandais, les Belges, les Danois un peu meilleurs, l'Europe du Nord, quoi. Semble-t-il. Oui, une partie de l'Europe du Nord. Les Irlandais. En revanche, nous sommes un peu en dessous. Si vous voulez, si vous avez l'index 100 pour l'output par heure travaillée aux États-Unis, on est à 98. Bon, ça va. Et on est au même niveau. Ouais, ça va. Et donc, on ne peut pas dire, si vous voulez, qu'on se soit laissé doubler en productivité par heure travaillée par les Américains. Alors, ce qui est vrai, c'est que comme on arbitre plus en faveur du loisir et moins en faveur du travail, ça nous donne un petit avantage supplémentaire parce qu'on sélectionne finalement les meilleurs pour travailler, si je puis dire. Donc, la productivité au total, par heure travaillée, s'en ressent. Et comme on augmente en ce moment, par exemple, la diminution, enfin, le chômage diminue en France, ça fait que notre productivité par heure travaillée diminue aussi un peu parce qu'on remet au travail des gens qui n'ont pas... Le taux de chômage est remonté en France. On était à 7,2, on est remonté à 7,6. On a quand même baissé un peu et ça a une petite incidence. Mais je n'en dis pas plus. Le problème de l'Europe, quand on dit l'Europe est lamentable... Elle décroche par rapport aux États-Unis d'un point de vue économique. Ce n'est pas vrai. Elle ne décroche pas en termes de productivité. Et deuxièmement, comme il y a en Europe beaucoup de pays qui sont en rattrapage, j'ai parlé des meilleurs. Les meilleurs sont à peu près en productivité par heure travaillée, à peu près au niveau américain, mais il y a beaucoup de pays qui font un rattrapage. Et au total, les Européens, progressivement, lentement, trop lentement naturellement, mais rattrapent les États-Unis. Donc l'Europe, l'Europe ne décroche pas par rapport aux États-Unis. Je ne suis pas d'accord pour que l'on affirme avec beaucoup d'autorité que l'Europe décroche complètement. Ce n'est pas réellement vrai, même si on a énormément de travail à faire dans tous les domaines, et singulièrement notre pays, naturellement. On a énormément de travail à faire, et les Américains nous disent on peut travailler plus, et on peut avoir plus, comment dirais-je, d'ouverture à l'égard de l'innovation, des start-up et du financement à grande échelle, disons, des innovations. Jean-Claude Trichet, il y en a qui pressent la BCE, je reviens à la BCE de demain, d'agir dès demain. Elle ne le fera pas, on l'a compris, en disant la conjoncture, elle est morose, elle est dégradée en zone euro, et il faut un coup de pouce de la BCE. Il y a des arguments comme rationnels, parce que comme l'inflation, on l'a dit, comme déjà 2,4, le gros de la baisse est fait. Il y a des arguments économiques quand même. Là, après, c'est vrai que les taux baissent en avril ou en juin, ça ne va pas changer la phase de la croissance en Europe cette année. On est dans l'ultra fine-tuning. Oui. Encore une fois, le marché a raison, puisque c'est en gros ce que la Banque Centrale Européenne a laissé entendre, prévoit 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année. C'est raisonnable ça? C'est raisonnable? Sur la base de l'ensemble des données que j'ai en tête, ça ne me paraît pas déraisonnable du tout. Et c'est suffisant pour relancer l'économie européenne? Pour lui donner Encore une fois, le problème principal que nous avons, c'est d'être bien sûr que chacun peut se mettre en tête qu'effectivement, l'inflation à venir sur une moyenne période sera bien ce que nous avons dit. C'est très important. Si on a une inflation de ce niveau faible, ça va automatiquement, si je puis dire, relancer l'économie européenne, puisqu'on va avoir, il y a l'hystérésis des salaires et des revenus en général, avec une inflation moindre, donc ça fait repartir les choses. Donc je crois qu'il ne faut pas être trop fine-tuner, si je puis dire. Il faut se dire, dans le fond, les choses sont à peu près claires. La Banque centrale européenne est confirmée dans le fait que sa stratégie et sa tactique sont en train de payer. Les marchés suivent, les économistes suivent, les projections sont à peu près en ligne avec tout ça. Très bien. Ce qui pourrait pousser, Jean-Claude Trichet, ce qui pourrait pousser la BCE peut-être à agir avant la Fed, parce qu'on a vu des derniers chiffres économiques aux États-Unis, notamment le marché du travail, mais pas seulement, qu'on a commenté ici sur Boursorama, qui quelque part ne contraignent pas Jérôme Powell à se hâter. Donc est-ce que c'est gênant d'ailleurs? Parce qu'historiquement, je crois que c'est quasiment jamais arrivé, non? Je parle sous votre contrôle que la BCE dégaine une baisse de taux avant la Fed.
soit une baisse, soit une hausse d'ailleurs. Oui, mais là, sur les baisses. Généralement, effectivement, il y a un décalage entre Oui. l'économie qui reste assez largement directrice sur le plan mondial et notre économie qui est très 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 importante, mais qui n'est pas nécessairement pas encore totalement directrice. C'est rare, c'est très rare, mais ça peut arriver, effectivement. Ça peut arriver. Ce qui est sûr, c'est que ce ne serait pas totalement paradoxal, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un point entier, à peu près un point, 0,9 de différence entre l'inflation apparente et l'inflation sous-jacente aux États-Unis par rapport à l'Europe. Donc ils ont un point entier encore de travail à faire. Et ils sont dans un environnement qui est effectivement... Donc ce n'est pas une aberration si la BCE dégaine avant la Fed. Il me semble que ce n'est pas du tout une aberration. Ceci dit, ils sont très proches d'une élection importante. Les pressions qui vont s'exercer sur la Banque centrale américaine ne sont pas négligeables. Et ce qui est vrai aussi, c'est qu'ils ont fait un tout petit peu un pas de clair, parce que au début de l'année, ils ont dit on va baisser les taux très vite. Oui. Et puis finalement, l'économie était tellement bouillonnante et robuste, effectivement, et aussi activée par une expansivité budgétaire colossale que... Ça fait rêver de ce point de vue, encore une fois, de ce côté de la rive, ça nous fait rêver quand même. Non, moi ça ne me fait pas rêver parce que... je vous connais, mais oui. Le résultat c'est qu'ils ont 2,5 de croissance là, où nous on a même pas 1%. Oui, mais c'est une croissance qui reste artificielle, il faut être raisonnable. Même quand on est américain, à un moment ou à un autre, on peut être rattrapé, si vous voulez, par son éventuel laxisme. Et c'est d'ailleurs ce que pensent beaucoup d'économistes américains eux-mêmes, qui sont assez critiques. Allez, j'avais noté, je me souviens, en face de vous, que Larry Summers, qui était lui-même démocrate, secrétaire au Trésor et remarquable économiste, avait dit au début de l'administration Biden, attention, on est trop expansif sur le plan budgétaire. À force d'être expansif, on va avoir de l'inflation. Ouais. Bon, il a vu sa cote, si je puis dire, sur le plan mondial augmenter considérablement, parce qu'en gros, c'était la seule voix très autorisée qui avait dit attention. Non pas la politique monétaire, mais la politique budgétaire est beaucoup trop expansive et va nous créer des problèmes. Et sous Biden. Sous Trump et sous Biden. Il y a consensus de ce point de vue-là. Absolument. Sur les taux longs, juste Jean-Claude Trichet, aujourd'hui les taux longs, ils ont beaucoup baissé, ils ont remonté un petit peu en ce début d'année, parce que ce qui finance l'économie européenne, globalement, ce ne sont pas les taux courts, ce sont les taux longs. On est à 2,80, 2,90 sur le 10 ans en français. On est là où les taux devraient être, les taux souverains en zone euro. Et une question aussi sur les US, où ils sont à 4,30 ou 4,40 sur le 10 ans américain. On va voir, je ne veux pas qualifier en quelque sorte le bon niveau des taux à long terme. Ils sont les plus importants. Bien sûr, ils sont les plus importants. Et d'ailleurs, toute la stratégie de la Banque centrale européenne, me semble-t-il, consiste à être aussi crédible que possible dans la baisse de l'inflation, de manière à ce qu'il n'y ait pas de prime de risque d'inflation à venir qui soit trop élevée. Et donc, tout en ayant l'apparence aux yeux de certains critiques d'être extrêmement orthodoxe, en réalité, elle s'efforce de faire en sorte que le marché lui-même soit bienveillant à l'égard de nos taux d'intérêt de moyen et de long terme. C'est d'ailleurs la politique qui a toujours été menée, que j'ai menée moi-même lorsque j'étais président de la Banque centrale européenne. Et donc il faut se garder, si vous voulez, de ceux qui vous disent « mais vous êtes trop orthodoxe dans l'instant », alors que l'objectif, c'est précisément de faire que les marchés comprennent qu'ils peuvent vous faire confiance à long terme. Donc je n'en dis pas plus sur les taux longs européens. Ceci dit, on a un problème plus général d'actifs et clairement sur le plan des marchés d'actions, il y a certainement, me semble-t-il, des deux côtés de l'Atlantique, et en Europe en particulier, des corrections qui sont prévisibles. On va voir comment ça se passera. Mais effectivement, on est à un niveau d'indicateurs boursiers qui est très élevé. Oui, pour vous, les marchés boursiers sont trop hauts, mais en même temps, ça prend en compte les résultats des entreprises qui sont bons, ça prend en compte des taux d'intérêt à long terme qui ont rebaissé. C'est ce qu'on me dit toujours avant que l'on constate qu'il y a une grosse correction. J'ai vécu ça mais les ratios, sur plusieurs cycles. Les ratios cours sur mais oui, la réponse est toujours... en zone euro ne sont pas délirants non plus. Vous êtes bien gentil, mais enfin, il y a des acheteurs et des vendeurs. Ces acheteurs et des vendeurs ont l'ensemble des données que le marché peut produire. Donc il y a une déconnexion pour vous entre les niveaux des marchés boursiers et les fondamentaux économiques ? Il me semble que nous avons des marchés boursiers qui sont à un niveau qui mériterait et méritera probablement une correction.
Ceci dit, les marchés Ils ont, ont toujours raison dans l'instant. Donc on verra comment tout ils ça... ont tous les jours raison, même s'ils n'ont pas toujours raison. C'est la formule que j'aime bien. Ça. Oui, c'est une bonne formule. C'est une bonne formule. Donc si je résume, Jean-Claude Trichet, l'objectif de la réunion de la BCE de demain, c'est de baliser le terrain pour cette baisse de taux qui aura lieu le 6 juin. C'est ça l'objectif finalement. Et de clarifier peut-être un petit peu la suite des opérations. C'est connoter, clarifier et donner une perspective plus précise peut-être pour l'ensemble des agents économiques, des marchés, sur ce qu'il est probable d'arriver d'ici la fin de l'année, compte tenu encore une fois des données que nous avons. Données européennes, bien sûr, données américaines aussi, parce qu'il y a une interaction entre nos deux économies qui est toujours très très importante sur le plan financier, données mondiales, car on n'a pas parlé du monde, on n'a pas parlé de ce qui peut se produire dans le monde, on n'a pas parlé des risques géostratégiques. Bref, nous sommes dans un monde qui demeure très très incertain, et sur le plan géostratégique, et ça a évidemment une importance qui peut être plus ou moins considérable sur le plan de l'inflation, sur le plan des marchés, sur le plan du comportement économique. Et puis, on a quand même une sphère financière qui, à mon avis, demeure assez fragile. Parce que lorsque je refais mes calculs pour regarder où nous en sommes en matière d'endettement public en proportion du produit intérieur brut, dans les pays avancés par rapport à ce qu'il en était juste avant la crise de Lehman Brothers, nous sommes à un niveau beaucoup plus élevé en ce qui concerne l'encours de dette en proportion du PIB dans les pays avancés. Tous les pays, pratiquement tous les pays avancés. Et dans les pays dits émergents, on a aussi un doublement de l'encours de dette public en proportion du PIB. Enfin, si ça a tenu avec des taux d'intérêt plus élevés, si les banques centrales dans le monde rebaissent leurs taux, a priori, il n'y a pas de catastrophe à l'horizon. Oui, mais les taux d'intérêt réels ont de bonnes probabilités d'être plus élevés qu'ils ne l'étaient juste avant Lehman Brothers, à cause de la transition verte, à cause de la fin du savings glut, de l'excédent d'épargne au niveau mondial. Et puis, les perspectives de croissance, en tout cas telles qu'elles sont analysées par le FMI, sont moins flatteuses au moment où nous parlons qu'elles ne l'étaient au moment des subprimes et de Lehman Brothers. Donc au total, vous avez un indicateur d'endettement qui est quand même beaucoup plus gravement inquiétant. Avec moins d'activité. Et peut-être des taux d'intérêt réels un peu plus élevés et une activité un peu moins flatteuse. Donc le monde reste dangereux, le monde reste très dangereux. Bon voilà, on finit sur une note un peu... Non, c'est un monde multidimensionnel, il y a des éléments très positifs. Les banques centrales, ayant la même définition de la stabilité des prix, sont en train de faire, à mon avis, du bon travail, même s'il faut rester ultra prudent et ultra circonspect. Par ailleurs, il y a un monde très dangereux, mais si on parlait de géopolitique, on aurait encore plus de conviction de la dangerosité du monde. Oui, merci beaucoup pour cet entretien. Donc Jean-Claude Trichet, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci. Au revoir.